Bonjour, je commencerai d'emblée par dire que, par dire une généralité fallacieuse, un verdict lourde, pesante et qui est véridique, mais dans sa définition, dans la limite de sa définition autoréférentielle et dans une champ culturel. Je dirais que tout homme pensant peut peindre, mais le penseur, ce qu'on appelle le penseur, met dans une délimitation du domaine, ce qu'on appelle philosophe dans une culture, là, quand il peint, c'est-à-dire quand il est inclin à la représentation, entre guillemets, la peinture qui dit que c'est de la représentation, c'est une ère culturelle occidentale qui s'est décidée à partir d'un certain temps, non pas sans avoir de précédence, c'est-à-dire la peinture des poteries grecques. On connaissait parfaitement la perspective et la peinture et la ressemblance et tout. Bon, il préférerait pour la raison publiquement religieuse le statut des temples, des places publiques, ornements et les colonnes doriques et ioniques, surtout. Et oui, les hôtels, c'était plutôt, à mon avis, comme nos fêtes foraines, sur une caillou immémoriale, on faisait une installation saisonnière. Je parle de procession, surtout dans les Carpates. Non pas dans la zone profonde de Latin, ni Sparte, mais dans ces zones d'influence qu'on appellerait aujourd'hui Bulgarie, dont le culte du XIe siècle était très profonde, selon les archéologues. Les Bulgares avaient une connaissance un peu tardive de christianisme, c'est pour ça que l'une des premières traductions du Bible en une langue autre que grec et latin, c'était la langue bulgare à cause de cette grande insurrection ou résistance de Bogomil. Bon. C'est pas mon domaine, mes ancêtres viendraient de Bulgarie, de ce qu'on comprend aujourd'hui de Bulgarie. Donc c'était une sorte de séjour à long terme des Turcs en Bulgarie et en Balkans. Bon, c'est pas mon sujet. Je voulais parler d'un rapport du philosophe penseur à l'image, au tableau, au drame, au trame, à la fiction, surtout à la figuration et non-figuration, plus encore une figuration qui s'interdit non pas pour la raison transcendantale ou par une haute injonction extérieure venue tomber du ciel, mais par un travail de figure à partir de matériaux pour les rendre encore vivaces. On bousille le travail et il y a plusieurs étapes de travail. Effectivement, il y a des canons qu'on apprend, des méthodes, des procédés, etc. Mais si vous en tant qu'un penseur qui s'intéresse à la phénoménologie comme une science régionale, de l'ontologie, une certaine
sous-ensembles qu'on peut, dans certaines cultures, qu'on peut négliger. Mais dans la zone occidentale, effectivement, figuralité, phénoménalité n'est jamais tout à fait négligée, bien que par une grande essence platonicienne, effectivement, était secondarisé, est devenu une certaine fade copie, et donc inutile de s'affairer dans lequel. Donc, au niveau de la philosophie platonicienne, sous le registre de phénoménologie, y compris Hegel, et c'est quand même Hegel qui a utilisé dans le temps moderne le mot phénoménologie, dont le livre intitulé Phénoménologie de l'esprit ne fait qu'une simple exemplification de sa compréhension de l'être et de logos et de manifestation, bien sûr, du devenir, et ne représente pas sa philosophie dans sa totalité. Ce n'est qu'une figuration dramatisée en cours de l'histoire, c'est-à-dire de la temporation des différents avatars, et en stricte liaison organique, c'est-à-dire logique, dans leur succession et dans leur, disons, dans leurs états de vouer à la destruction d'emblée, d'avance. C'est fantastique, comme un petit roman. Donc il faut considérer tout ce qui ressort de la phénoménologie, même dans le sens où je vous ai décrit, donc dans le sens hegelien, un roman. Toute toute manifestation, toute figuration est un roman, soit un tableau, soit une fresque. Voilà. Là, effectivement, aucune culture ne peut s'y échapper, alors que dans les autres cultures, par exemple, il n'y a pas une platonisme, c'est-à-dire une transcendance des idées. Et les idées, parce que les idées se voyagent, ou soit par une certaine réincarnation, émanation, ou dans une hypostase, et dans le sens plus prodigieux, dans une appellation. C'est-à-dire une attente, cette préparation, je pense plutôt Tao, comme Paideia, avec maître, disciple ou sans maître, voilà, une face à face avec une papier de papyrus, on attend. Là, mon sort à moi, effectivement, je suis un dernier homme ou un homme promontoire, comme disait Nietzsche. J'aime bien répéter sa citation, enfin, la citation qu'on fait de lui très souvent. Donc moi, j'ai un péché capital en tant qu'un philosophe intègre, soi-disant. Mes débuts ne seraient pas très intègres, donc mes fins non plus ne seraient pas trop intègres au sens de pureté, pureté transcendantale, non figuratif. Tout est bienvenu, c'est des moments d'absolution, moments, ça va de soi, de variations eidétiques, mais ce sont des colifiés de l'esthétique, dira-t-on. Mais
sans passer de cela, comment on va frapper la porte, porte fermée de la loi ou de l'idéal, sans jamais avoir une connaissance au sens véritablement étymologique du terme, au sens augustinien du terme, intuitus rationalis, c'est-à-dire une noesis qui passe par une intuitus. Intuitus veut dire un certain rapport à la sensibilité, soit l'œil, soit 5 sens mélangés, confondus. C'est l'exemple de confession de Saint-Augustin qui le met en scène une seule conception, intuition rationalis. Au sens bien sûr un peu aliéné, mais sa manière d'écrire son roman, c'est-à-dire sa figuration, son autofictionnalité, c'est considérable. C'est considérable parce que, à ma connaissance, effectivement, on parle beaucoup d'une certaine poète Buto, danse de Buto, Boto, etc. Donc, taoïsme, Chine, Japon, bouddhisme. Effectivement, eux aussi, ils ont laissé des témoignages en ce qui concerne leur monographie. Fiction irréductible de passage, initiation, un certain cheminement qui passe par la figuration, c'est-à-dire drame, drame au sens quotidien, drame au sens frappant, c'est-à-dire bouleversant des étapes. Moi, je suis dans la balançoire à Fragonard et je balance tout, donc je n'ai aucun drame, j'en ai assez, j'en dépasse tout et je retourne à la figuration, c'est ça. Effectivement, la première phrase que je devrais prononcer, c'est que à peu près depuis 35 ans, à peu près, aujourd'hui seulement que je fais sur une grande surface de toile une peinture. Ce n'est qu'un accès, c'est-à-dire une certaine ébauche, un essai qui se busille. En fait, j'ai travaillé depuis des semaines, vous connaissez mes dessins un peu, je les expose dans mes films, je les dramatise. Mais ils sont excellents dans la photographie, avec les manigances des moyens techniques, ils deviennent parfaits avec moins d'efforts. Mais faire une peinture en vrai, en préparant surface et les matériaux et les pigments, avec ton alchimie à toi, avec tes idées de cristallisation, avec tes idées de saisonnières, de préférence, de couleurs, etc. C'est tout à fait autre chose, c'est moi. Donc, je transcende effectivement à la fois mon passé figuratif dans la peinture de l'époque parisienne qui s'est achevé l'année abruptement dans l'année 1994, juste la fin, la 31 décembre, là où mais tous les tableaux sont devenus des écrans, c'est-à-dire petites boîtes de bijoux qui enferment des objets précieux dont l'exposition monstration est interdit par une loi implicite, un non déclaré, non prononcé. Donc, ça continue encore. Eh bien,
bien sûr, notre tradition orientale, ça continue sur miniature, sur une petite dimension. J'ai toujours continué pour ne pas faire une discontinuité qui va m'éloigner de l'Inde, l'histoire de l'Inde, plutôt l'aventure. L'aventure est l'histoire au sens véritable du terme, l'histoire que la ligne, le trait, risque à passer. Ça, c'est extraordinairement important. Et le thème, bien sûr, très important. Depuis quelques jours, et ce matin, avec une fatigue extraordinaire, j'ai achevé un film qui fait en liaison à toute prix ce mur lézardé de Pascal Boniface et le mur par avant, écran, ça m'intéressait toujours, cette fente, les crevasses, disons, brisures sous le mur, mais cette fois-ci, un tour, ou bien une colonne, et non pas une colonnade, ni un système architectural, ni une colonne, comme monumentale, c'est-à-dire une obélisque que les Romains savaient bien faire, en détournant la tour de Babel, et donc en spirale, donc qui essaie d'aller atteindre l'infini, mais selon mon trame que j'ai construit, il y a un passage de cette mur à détruire par Hermès, Zulkarnain, Zir, coranique, et que je ne détruirai pas ce mur, c'est-à-dire le tableau blanc, papier blanc, et cette possibilité d'accéder avec un mouvement descendant et ascendant, en spirale double, articulé, peut-être, au sens pictural et figuratif du terme, avec les moyens de la couleur, il faut comme note préciser que je travaille depuis quelques semaines uniquement avec les couleurs que j'obtiens moi-même avec les plantes, les grains, les fleurs, les racines. C'est ça, très important. Et je signifie chaque fois que j'ai fini l'œuvre. Mais l'œuvre ne finit pas, je busille. C'est ça qui était le propos du début. Il n'y a pas d'interdit de figuration, mais la figuration s'abîme en essayant d'atteindre la perfection. On s'abîme. À la fois l'auteur, le peintre, le dessinateur s'abîme, à la fois le support s'abîme, les couleurs sont en conflit, mais il y a toujours une possibilité de recommencer sur la même surface, sur la même toile, et ça prend un peu de temps, mais c'est le plaisir des écumes des jours, c'est-à-dire chaque matin se réveiller en disant qu'est-ce que je veux faire avec cette peinture qui est devenue barbouille et dont l'idée initiale était parfaite. Donc j'ai résumé tout à l'heure, c'est-à-dire comment passer d'un mur blanc ou noir en feinte, ou lézardé à une tour. Comment réussir à cette double articulation d'une spirale en mouvement ascendance et descendance. C'est ça le voyage phénoménologique pour moi en peinture, pour l'instant.
dans la limite d'une drame ou trame, c'est-à-dire un contexte, une signature à un événement qu'on se rencontre aujourd'hui. Je suis 2 fois empêché de faire la peinture, dessin avec les écorces d'une noix. J'étais au-dessus d'un arbre noisier à la proximité d'un centre commercial et les Securitas m'ont empêché 2 fois de suite de faire des mouvements suspects. Parce que j'étais acharné. Parce que je pense, j'ai prouvé que ça fonctionne avec les écorces de noix fraîchement coupées. Et ça donnait un blanc vert, pardon, un jaune vert qui me plaît. Oh oui, je veux faire repasser tout ce que je fais et photographier. Je vais les effacer par une certaine liquide que j'ai obtenu en bouillant, disons, les écorces d'orange, mais ce ne sont pas des véritables oranges justement sauvages, non comestibles, et qui a une propriété de résine, c'est-à-dire une certaine huile protecteur pour la peinture. Je suppose que c'est la première fois que j'essaie sur le papier et ça marche. Alors bonjour, il y a plusieurs choses. D'abord un discours doctrinal, un memorandum, itération, d'où étions-nous là où nous restions là, dans la direction ascendant ou descendant, dans la bassesse ou dans l'auteur, dans un langage tordu ou tordant, esprit tordu, un idiome tordant, demi-syntaxe, non-syntaxe, et l'installation au sens de réinstauration de pictum de toutes les teintures, ce qu'on appelle quoi, pigment. Une nuit passée comme une sorcière de pitié avec le fumet gazeux, des éléments végétaux lourdement mûris, rougis, pourpre, les couleurs pourpres, avec les fumées tout en rose, et sous un croissant naissant. Voilà, il ne faut jamais laisser les taches, non pas picturales, oui, picturales, le tache quotidien au lendemain. Tout élément végétaux bouillis, ramassés, purifiés, filtrés, encore passé de même processus, c'est dans leur absolue couleur déclinant, comme le soir, attraper un moment ce couleur, il faut le fixer dans son absolu tout, et bien sûr embouteiller.
et mettre dans le frigidaire ou laisser à se reposer et encore infiltrer et prendre des saletés, impuretés, avoir une certaine intensité de condensation des liquides maniables selon le pinceau, le pain, sapin, le petit bout de bois aiguisé. Voilà. Au lieu de l'encre, dire l'encre, on dit en turc à une sorte animal maritime, mürekkep balığı, le poisson d'encre. Ça devrait être une sorte de quoi, artapote. Oui. Il y a des quoi, octopèdes dans les vivants maritimes qui vous asperge de son encre. Là, j'aimerais bien avoir cette encre et le garder comme un liquide précieux, non pas en vue de protection, bien sûr, la peinture, ça aussi, on peut le considérer comme une paravent façade écran, une boîte fermée, surtout que plus on entre là-dedans et on ne s'arrête pas. C'est-à-dire à 3h ou 4h du matin, vous vous trouvez avec, pour que le pigment ne soit pas ne soit pas périmé, donc avec la dernière goutte, vous trouvez un papier glacé et vous l'aspergez par terre et vous caressez avec le pinceau et l'œuvre est accomplie. Parce que tableau ou bien quoi, icône avec lequel vous êtes obsédé momentanément, mais comme si vous étiez obsédé depuis toujours, comme si c'était le but ultime ou le moment achevé, accompli, pénultième moment qui dit votre absolu. C'est ça la peinture. Il faut, à un moment donné, le tableau, ça finit. Et un texte aussi. On travaille, on dit work in progress, etc. Mais un texte reste toujours inachevé, reste comme une... comment on dit, voilà, comme une raison suffisante de Leibniz. Ce texte ou ce dessin ou cette tache de couleur qu'on appelle peinture, un tableau plutôt, voilà, ça arrive à un moment donné, à un moment de saturation, là on dit que c'est fini, c'est déjà fini, parce qu'on va passer à une autre chose. Mais quand il s'agit d'une image, icône, avec lesquelles ou pour lesquelles, en bout de quelle il y a une obsession, c'est-à-dire une sérialité. Commencez une ligne virtuelle qui s'ouvre, cette ligne, malgré vos petites graines que vous dispersez sur votre chemin pour retrouver le chemin que vous allez faire en retour pour reconstruire tout le cheminement. C'est ça la circumnavigation. Dans mon langage, effectivement, ça ne s'arrête jamais.
au commencement, vous avez l'air d'être un curieux faisant des mouvements, non, en variation eidétique. Oui, c'est ouvert à tout le monde, à condition qu'il soit dans une osivité comme moi. D'ailleurs, l'heure, c'est-à-dire bonheur, commence par cette laisser être, laisser couler, laisser se couler. Donc, un commencement de liberté. Dont les entraves ne sont que des moments, si vous voulez, de hypostase, c'est-à-dire de séquentialité, de fragmentalité, dans le sens où ils sont des textes à part entière, finis. On peut toujours faire des retouchements, mais je ne vous conseille pas. Vous allez passer à une autre page, à une autre papier glacé ou granulé. Vous allez changer de support, vous allez passer de la peinture à l'écriture, de l'écriture à la peinture. Là, pour que vous vous taisiez. C'est-à-dire que vous ne dépenseriez pas votre logos hypermeticos pour rien. Même si c'était pour rien, comme au sens de fontaine d'innocence qui jaillit pour laver les péchés de plus impureté de la race urbaine, non pas humaine. Quand on dit urbaine, ce sont des produits comme des produits chimiques, derniers produits pharmaceutiques. Voilà. Effectivement, heureusement qu'il n'y a pas de guerre pour l'instant, je suppose, parce que je ne suis pas l'actualité, mais la nature au milieu de laquelle je me suis installé, et je m'installe régulièrement, que j'appelle la nature, c'est-à-dire ma nature, non pas personnellement, mais il y a des liens intimes qui s'est institué avant que je découvre le lieu en tant que tel dans le 21e siècle. Donc il y a des précédences, bien que je ne me souviens pas, etc. On est en plein dans la théorie de quoi réminiscence. Donc, ce lieu souffre, je sens, la nature souffre. C'est pas seulement que l'automne, dans l'automne, toutes les plantes souffrent. Il y a encore une proximité d'un danger immédiat, un péril, un guépard inavouable, et que je crois que toute la sève de toute plante sent le danger rapprochant. Le danger, se nomme humaine. L'humaine, dans son exorbitant bassesse, qui aspire à des hauteurs, c'est-à-dire toujours gain, plus confort, sécurité, il retombe dans une fossé encore plus bas, comme il creuse dans la proximité de 500 mètres d'ici bas. Et c'est ça le danger que j'appelle, parce que hier, j'ai vu quelques ingénieurs qui visitaient c'est quoi, mon lieu interdit, au sens de cité interdit, au sens de mahrem musulman. Mahrem, c'est-à-dire haram. Pour moi, ici, c'est un lieu dont l'entrée devrait être interdite. Il ne s'agit pas d'un parc national, bien qu'il y a
vraiment vers le nord, 500 mètres plus loin, il y a une enseigne que je peux y aller photographier. La Vestige, il s'agit d'une plaque, c'est-à-dire une boîte dédiée à Mehmet II Conquérant et qui n'est jamais réalisé. Il ne s'agit pas d'un véritable bois, mais il s'agit, je suppose, véritablement un arrière-jardin de chasse d'un des sultans, le dernier, je suppose, qui a reçu l'héritage de ses ancêtres sultanats, Abdülhamid. On est dans la proximité, je ne veux pas citer de nom, mais vraiment, il s'agit véritablement, non pas par hypothèse, dans un lieu envahi par la République, au nom du peuple, et vendu au peuple, et le peuple encore plus bas que tout le peuple, jusqu'à maintenant maintenu dans l'état, mais c'est une invasion des terres des sultans. Sinon, il n'y aura aucun bois, aucun jardin, aucune verdure à Istanbul. Je suppose, mais en termes de féodalité et d'aristocratie des domaines privés, en Angleterre, des jardins privés existent, même à Londres ou dans la proximité, partout en Britannie. Oui, ici, danger immédiat, c'est la destruction de ce grand parc et les journées sont comptées. J'en sais bien. Bien sûr, on peut garder une petite verdure parce qu'il y a une grande agglomération de HLM de luxe. Ils auront besoin des arbres et des promenades avec leur agent de sécurité, des caméras et des... voilà. Et moi, j'investis le domaine. Je ne suis pas sûr que je vais me solidariser avec les groupements qui agissent, mais au moins jusqu'à ma mort, on me fiche la paix ici. C'est pas très facilement que j'accède ici, ni que je retourne facilement chez moi. Donc, le lieu de commémoration, ça devrait être cela. Erinnerung, notre véritable anamnèse, a besoin d'une certaine fraîcheur de la terre, de ces mouvements aériens qu'on appelle des vents musicaux. Ce sont des vents musicaux. Il y a tout un moment invisible qui se joue avec l'élément aérien. Là, il ne faut pas couper ces courants d'air pour que ça nous aspire, ça nous aide à respirer. C'est ça. Alors, un discours s'efface ainsi. Et ça commence avec une certaine... En termes musicaux, il faut résumer mon discours en rythme.
ça commence ainsi, ça remonte, ça fait une crescendo, ça monte une drame, mais ça rentre pas trop là-dedans, ça se promène autour, ça élargit le champ de vision ou de panorama, ça se renoue ce mouvement avec un mouvement plus large et toute ontologie. Oui, qui se retourne à une ontologie de deuil qu'il faut appeler d'emblée d'abord méontologie. Voilà mon propos, c'est-à-dire action philosophique était prêt et je n'ai pas pu formaliser. C'est à peu près cela. Il fallait que, en déclarant la phénoménologie, par exemple, comme une science régionale de l'ontologie, il fallait que je catégorise en quelques lieux ontologie elle-même. Là, effectivement, l'ontologie, ce n'est qu'une illusion optique, au sens non pas perceptif uniquement, mais une certaine lueur de la néontologie. Si vous voulez, Nichtung, rien. Parce que, voilà, pour des mots simples que je voulais commencer tout à l'heure, et c'est devenu tout à fait renversé, l'homme est une malaise de la civilisation est une malaise, l'homme, ce qu'on appelle l'homme est incurable, l'homme il n'y a pas une négativité, l'homme est une négativité absolue, l'homme est, c'est un moment, au moins, n'est-ce pas, pour désinculper l'homme en sa totalité. L'homme n'est qu'un moment hypostasie du diable, du Satan. L'homme est complètement vendu son âme. L'homme, c'est une négativité absolue, incurable, intraitable. L'homme devenu dans cet état-là, difficilement rachetable. Mais peut-être que c'était toujours la condition de l'homme, c'est-à-dire sa malédiction ontologique ou existentielle était ainsi que l'homme est devenu et a essayé de s'en sortir et en est venu jusqu'à maintenant, dans cet état-là. C'est-à-dire que l'homme se débat pour sortir de son état de malédiction destinale, par constitution à structure, et plus il veut en sortir, plus il retombe encore plus bas que de son humanité supposée. C'était ça à peu près. Et ma logique, d'où je me permets d'utiliser comme la science non scientifique, et comme la science de toutes les sciences, c'est-à-dire au lieu de dire métaphysique, il faut le dire méontologie. S'il y aura eu l'occasion de discuter avec George Agamben, qui a écrit ce livre « Langage et le mot », et il aura bien compris ce que je voulais dire, parce que ça rejoint dans ce qu'il a dit, en général de la métaphysique. Parce que sa compréhension de métaphysique aussi, c'est un peu une endless, et non pas que, comme Heidegger, métaphysique est disparu et achevé en tant que tel. Ce monde est devenu métaphysique, donc métaphysique n'a aucun lieu à exister. C'est ce monde qui est métaphysique, mais c'était toujours ainsi. Sous ce point, au moins,
Agamben ne suit pas Heidegger à la lettre. Et il est dans cette zone-là que, à la fois, je crois, pour rester dans les textes, comme lui, il trouve des textes, même des sciences régionales comme mathématiques, et il les appelle, dans leur meilleur moment, entre guillemets, comme métaphysique. C'est-à-dire ce qui ne sert à rien, ce qui n'est pas applicable, ce qui n'est pas à la service d'une transformation du monde, au sens de produits, agriculture, produits laitiers. Oui, ce matin, je pensais ces choses-là, tout en produisant, mais pigments, ils ne sont pas tout à fait des produits, c'est produits instantanément les miens, selon une certaine interactivité entre la matière et faisabilité, donc l'énergie que je peux dépenser et la réponse que je peux prendre, donc dans la limite de finitude, bien qu'il soit obsessionnel, donc réitératif, etc., etc. Et c'est pas identique que je produis en vue d'une demande précise, un produit qui va traiter des animaux, traiter ces animaux au sens de traite, et au sens de le rendre salutaire de l'homme. Non. Je respecte beaucoup, même en ramassant les fleurs fanées et les fruits mûrs, j'essaie de garder l'intégrité de la plante et son épanouissement saisonnier, et laisse toujours essayer de rester toujours, laisser ses grains autour de sa proximité, etc. Et effectivement, pour les petits grains, comme c'est bouilli, ça ne marchera pas, mais ça deviendra des engrais, cette fois-ci, pour les poteries, etc. Ça, moi, j'ai un sens écologique. Effectivement, ça ne marcherait pas dans tout support pictural, ça marche avec certains papiers, je dirais les pigments d'origine végétale, ça ne marcherait pas, je suppose, sur des toiles que j'ai essayé ce matin, avec une rouge très foncée poupe, mais c'est devenu tout de suite jaune, que j'attendais pas du tout. Ça fait une autre réaction, ça rentre pas si stable, ça reste pas si stable, mais je suis toujours prêt à faire des essais, c'est-à-dire trouver un moyen. J'avais beaucoup de peur de cette rouge poupe très foncée qui ne pardonne aucune faute, alors que jaune, avec le jaune, jaune et blanc, et je peux m'entendre et je peux dissimuler beaucoup plus facilement mes inaptitudes dans l'usage de pinceau. D'ailleurs, je constate que la vitesse est très importante, bien que ça donne beaucoup de fatigue. Et je travaille intensément et extrêmement fatigant sur une surface de 2 mètres, 1,5 mètre. C'est la première fois que je travaille sur cette surface.
il faut vraiment se coucher sur le tableau et il faut des dispositifs spéciaux, comme on travaille dans le dôme de chapelle Sixtine, ou bien il faut découper le tableau en plusieurs morceaux et bien réunir. Là, je ne peux travailler que dans cette intense et difficile condition matérielle, distance, obliquité, d'élasticité de mon corps, etc. Maximum 45 minutes sur cette grande surface. Sinon, s'il s'agissait d'un petit tableau, j'aurais pu faire dans 3. Oui, dans ma jeunesse, je faisais dans une demi-heure. Si la préparation était prête, alors actualisation d'un tableau doit être très rapide, très condensé dans la temporalité. Et je n'aime pas trop de retouches parce que à l'époque j'ai travaillé avec l'acrylique, donc l'acrylique n'aime pas des retouches de lendemain, il faut que ça soit toute faite dans une nuit. Alors que je travaille avec les matériaux que je ne connais pas, j'expérimente et apparemment les plantes n'ont pas une teinture stable, bien que je l'ai bouillie. J'apprends, je vais apprendre. Maintenant, c'est tout. Le contenu, le thème qui m'étonne, qui me surprit. Ça, c'est encore une autre chose. Je suis vraiment au point de donner raison à toute cette école phénoménologique française qui privilégie la peinture et la perception au nombre de révélations. Vraiment, dans les textes, je sais ce que c'est avancer sur ses pas, et effectivement, sans intentionnalité d'une ego cogito, dans la peinture, on obtient des résultats étonnants. Oh, ce que nous faisons nous renvoie des images telles que nous n'avions, moi en tout cas, je n'avais jamais osé de penser, de réaliser. Mais ça se réalise. Face à moi, ça retourne à moi et je suis exalté. Et c'est pour ça que cette obsession s'installe. On ne peut pas s'arrêter. Parce qu'il y a des réponses qui viennent. Vous voyez, à des questions, même pas posées, il y a des réponses. Et ça, c'est très touchant. C'est plus que troublant. Très instructif aussi. C'est pas dramatique, c'est pas tragique, mais ça fait peur, ça fait frémir. Hein. Ça fait frémir, mais ça nous décourage absolument pas. Au contraire, ça nous fait acharner sur la chose. C'est pour ça que j'économise mon énergie pour que ça dure maximum. C'est pour ça que je travaille 45 minutes sur la peinture. Mais uniquement, hein, je précise sur le grand tableau, et avec les petits papiers, et toute la journée. Au revoir. Ça devrait être comme ça, la philosophie dans les années 60, avec une boom économique, surtout ceux qui sont nés dans les années, à la fin des années 30 et qui ont vécu pendant leur enfance ou pendant leur adolescence, Deuxième Guerre mondiale, surtout dans une petite bourgade
d'Algérie ou d'Oran, dont le nom m'échappe pour l'instant, mais c'est ce qu'on appelle l'autre cap. Alors, bref, trêve de plaisanterie, surtout avec autofictionnalité d'un grand philosophe. Chacun est libre de se compter selon sa narration et suivant une ligne de logicité qui se croise sûrement vers la fin dans le moment inoubliable d'une veille, c'est-à-dire veillée de meurt en trapace et mourant, donc référence à circonflexion de délire. Alors, il y a plusieurs choses qui n'ont rien à voir avec cette incipit, un peu speed. D'abord, est-ce qu'on peut faire de la philosophie dans une cour de la philosophie, dite dans un département où, au mieux, ça n'existe plus, et dans une faculté de philosophie, au sens ancien ou au sens sorbonnade. Bon, faculté, département, qu'est-ce qu'on disait dernièrement, unité d'enseignement, unité de valeur, valeur d'unité d'enseignement, c'est-à-dire n'importe quoi, notre éducation philosophique n'existe pas, ni dans les institutions publiques, ni dans les institutions privées. Au sens privé, non pas tête à tête. Ça n'existe guère à force de choses, c'est-à-dire rapport de disciple, maître et du maître, mais tout revient au même, c'est-à-dire que s'il y a eu jamais un enseignement philosophique, ça devrait ça aura dû à se virer vers ce genre de schème dont on connaît que les résidus, des traces, des échos lointains. Bon, première question, est-ce qu'on peut faire de la philosophie dans une cour dite au sens étroit du terme et suivant le titre du cours, de philosophie, introduction à la philosophie, oui, on peut faire, et on peut l'introduire. Introjecter, on peut même incorporer la philosophie comme des médailles à la fin de l'année ou du semestre. On peut noter un texte, un devoir philosophique. Bon. Tout est la façade des choses. Soyons sérieux, trêve de plaisanterie. Est-ce qu'il peut y avoir un cours qui s'appelle la philosophie? Oui, dans les lycées, ça existe. C'est-à-dire dans les lycées, donc, introduction. Donc, première réponse à la première question, c'est non. Une réponse plus nuancée, oui, mais rarement, à condition que, voilà, ça, c'est un long débat, et non pas résolu avec une discussion, un débat ouvert, et fermé, non pas fermé à la discussion, mais toute discussion restera inconséquente. Il faut non pas enseigner la philosophie, on ne peut pas enseigner la philosophie, on ne peut enseigner que l'histoire de la philosophie au sens étroit, c'est-à-dire apprendre par cœur, mémoriser et répondre à la question schématique sans comprendre rien. Bien sûr, rarement dans des moments où le maître soit indulgent et qui va émettre une certaine étincelle selon laquelle lui ou elle aura
compris quand même quelque chose et qu'il ne peut pas raconter bien sûr dans la classe. Là, c'est encore une tournure philosophique acceptable, mais bien sûr, ça rentre dans la fictionnalité d'enseignant. Quand je dis enseignant, effectivement, il faut annoter en bas de page que Lacan avait dit dans l'un de ses séminaires, jamais vu un enseignant dans n'importe quel métier, mais surtout en philosophie. Donc on n'a jamais vu un enseignant de philosophie qui se trompe dans son cours, sauf sur les dates, sur les nombres. Là, effectivement, ce sont des choses complètement secondaires. Mais au fond, dans la philosophie, il n'y a pas d'erreur. Donc, il n'y a pas de lieu d'enseigner right and wrong, ce qui est du vrai et du faux, ça n'existe pas dans la philosophie. Il ne peut y avoir que de montrer et déchiffrer les contradictions selon certains aspects de lecture. On peut se croire, y voir ou déchiffrer des contradictions selon sa fermeture, sa conclusion logique. Bon, j'étais assez clair. Donc il n'y a pas de vrai et du faux dans la philosophie. Et la philosophie, ce n'est pas une matière qu'on peut enseigner, sauf une lointaine écho. Alors, mais j'ai dit dans le deuxième appendice à la question comme réponse, dans certaines conditions, rarement. Oui, cette rarissime, c'est quoi? Alors, si un philosophe, à la fois enseignant, oui, ça existe de plus en plus, mais il y en a qui n'ont pas enseigné, n'est-ce pas? Dans l'histoire de la philosophie, tous les philosophes ne sont pas des enseignants. Alors, on parle de l'enseignement uniquement, c'est-à-dire une parole publique dite philosophique et plus, c'est pas, parce qu'il y a des responsabilités respectives dans une institution. Là, vous serez assisté comme philosophe licencié ou maître en philosophie ou en plus docteur S en philosophie, etc. Il y a des institutions, les lois changent et il y a une certaine tradition, etc. Dans toutes les matières, à peu près comme ça, mais la philosophie fait une exception. C'est pas que la matière la plus importante, il y a le droit, bien sûr, le droit public, le droit constitutionnel, il y a médecine, il y a quoi? Il y a Sciences Po, qui sont des choses beaucoup plus urgentes. Dans la philosophie, il n'y a aucun lieu à l'urgence et à la précipitation. Alors, si un philosophe enseignant avec une traite union, c'est rare, mais ça arrive, commençant à enseigner la philosophie, ce qu'on appelle, ou ce qu'on entend de la philosophie, ou ce qu'on exige de lui. Alors, au moment d'une certaine année ou d'un certain moment de lassement, il sera lassé à la fin des choses, sinon il va essayer de trouver des récompenses, non pas récompenses, mais un mécanisme de compensation tel que soit il sera tombé malade, soit qu'il va se suicider, soit qu'il va arrêter le contrat de travail, soit etc. Et donc ça ne peut pas continuer une hypocrisie ainsi. Alors, si cet enseignant, au bout de plusieurs années, aucun étudiant ne peut pas suivre l'évolution d'un philosophe qui se dégrade ou qui se dépasse, parce que leurs études ne durent que 4 ans, et dans 4 ans, un philosophe ne change pas de masque. Parce que finalement, un philosophe, par définition, ce qui sait très bien,
utiliser cette disjonction entre l'être et apparaître ou être et paraître. Être et non-être. Donc, c'est son domaine spécialisé. Donc, il peut l'utiliser, ce savoir-faire, ce grand savoir absolu, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Ça dépend du caractère, de la circonstance des choses. D'abord, il y a rarement qu'il y a des cours qui s'appellent, des cours sérieux qui s'appellent philosophie. C'est uniquement dans les lycées et c'est par formalité. Et dans l'université, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Donc la philosophie n'existe pas en tant que telle. On peut proposer des cours comme philosophie de l'art, philosophie politique, histoire de la philosophie de l'homme, introduction très humble à la philosophie éthique, esthétique, philosophie de l'esthétique, philosophie de la morale, tout est possible. Philosophie des sciences, bien sûr, tout est possible sauf la philosophie. Dans un cursus philosophique, on peut enseigner toute l'anthropologie, l'art, théâtre, peinture, sauf la philosophie. Rarement ça arrive. Mais tout doit, comme dispositif, doit se régler incessamment pour qu'un jour ou d'un autre, un philosophe ou un enseignant philosophe se décide à faire de la philosophie dans son cours. Alors, c'est l'anarchie même, c'est-à-dire squatter un cours officiel institutionnel qui porte son titre, dont il est responsable, et eux aussi, les clients, c'est-à-dire les étudiants aussi, sont responsables de ce qu'on a dit, et parce qu'ils vont passer un examen. Alors, c'est le comble de la comédie, tragique-comédique, ça m'est arrivé, je sais ce que c'est, et surtout comme le médecin de Socrate, enfin dans une institution, en sortant d'un bureau, en courant pour aller à une réunion d'une autre, et proférer des paroles dans une réunion pour aller vite, abréger le discours, s'en sortir sans se bagarrer et se tirer bien du mal, ou donc finir la réunion sans avoir rien de plausible ou tangible, et pour être à l'heure dans son cours. Là, on dit que oh là là là, enfin, je suis moi-même face à mes étudiants que je les ai, quoi, non pas enseignés, mais éduqués. Avec quoi? Alors, éducation, vieux mot, qui vient de Doucet, donc traire des animaux, les animaux de trait, etc. Là, c'est avec beaucoup de rhétorique, avec beaucoup de préparation, c'est la même chose, traire les individus sauvages, éparses, qui sont venus là pour diverses raisons, sauf apprendre et toucher au fond ou l'essence de la philosophie, etc. Donc, dans un rare moment, le prof sort de cursus défini de son programme et il commence avec des rictus, des fous rires, de vraies philosophies. Ça ne vient pas tout de suite des fous rires qui l'empêchent. Effectivement, les fous rires veut dire qu'il y a quelque chose refoulé en vous et qui veut essayer de sortir. Et grand symptôme visible phénoménal, ce sont les fous rires. Et moi, vraiment filmé dans mes cours, ces fous rires, surtout dans mes meilleurs moments et vers la fin
donc, de ma carrière de venin, eh bien, ils sont passés. C'est-à-dire que entrer, enfin, non pas introduire, mais faire entrer dans une matière, dans une topique réellement, spécifiquement philosophique et qu'on n'a pas classé comme philosophique, et donc faire recherche au sens de mode d'exploration dans le cours même, donc dans le moment, au moment même de mode d'exposition, et ça, ayant des écrits fragmentaires, oui, écrits le matin très tôt, oui, ça aide beaucoup, mais ce sont encore des écrans des parents qui peuvent empêcher l'entrée ou l'incorporation ou l'introjection de cette matière filet, informe, etc. Vous m'avez compris. Donc, il faut vraiment beaucoup cogiter ou faire des autoréflexions en tant que, en tant que citoyen et enseignant. Alors, c'est un métier impair, jamais vu, et qui a une grande responsabilité suivant notre insight, l'intuition que nous avons de l'histoire, soit idéalisée, soit véridique. On sait, enfin, plus on entre dans le dédon des lectures des textes antiques, on sait que eux aussi, ils se sont débrouillés très mal et très bien. C'est-à-dire qu'il y avait déjà résistance à la philosophie véritable. Socrate en est un exemple. Alors, je ne prolongerai pas. J'ai trouvé vraiment énorme de questions et j'ai posé mes questions. Est-ce qu'on peut avoir un cours intitulé La philosophie? La philosophie ne se présente que sous les divers aspects, donc sous les diverses occasions ou des prétextes. La philosophie, pour se dire, pour s'exprimer et pour se développer, évoluer, a besoin des paravents, des prétextes, des figures, des cas de figure ou des fables, des exemples pédagogiques, des métaphores, et à un moment donné, actualiser au sens très fort du terme, dans l'ici maintenant égotique, nous, dans une cour, dans le moment de kairos d'un cours qu'on a quand même ensemble parcouru un petit chemin avec, là, effectivement, on commence à avoir une certaine filiation, affinité, filias au sens noble du terme, et filiation au sens plus certain. Affinité sélective, bien sûr, ça arrive avec certains maîtres et avec certains étudiants, et surtout, il faut souligner qu'ils soient en plusieurs et non pas un enseignement tête à tête. C'est très dangereux dans la philosophie. Une discussion libre, bien sûr, tête à tête, mieux que plusieurs. Mais dans un processus d'initiation, donc apprentissage, disons, pour ne pas dire, voilà, apprenti, long apprentissage, être apprenti dans la philosophie, c'est un livre merveilleux sur la philosophie de Deleuze. Voilà, nous sommes tous des apprentis, à condition que nous, comme des musiciens avec les instruments qui veulent être virtueux, et qu'on joue et qu'on répète au sens musical du terme, tous les jours, dans tous les moments où l'occasion se présente pour devenir virtueux. Voilà, je traversais la rue comme Roland Barthes traversait la rue de Saint-Michel, le boulevard Saint-Michel, et il se fait écraser par un bus.
J'espère que je ne sais pas comme je ne suis pas comme Thalès qui est très préoccupé avec ces figures géométriques, mais quand même je suis un peu désorienté. Alors pour ma santé et intégrité physique, je ferme la discussion en bas. Alors, le concours de circonstances atténuantes, c'est que tout peut être pardonné. Donc, ce qui nous rend indulgents, tolérants, comme vous voulez, je ne dirais pas de bénédiction, salut, grâce, gloire, et oui, toujours des interventions sauvées, etc. Et il y a plein de rhétorique sur le sujet, avec quelques dérivations sur la même matière, qui consiste à pardonner, tout simplement. Pardonner l'impardonnable, juste. C'est ce qu'on appelle juste pardon, qui remplit son concept et qui n'abolit pas son concept. En graciant, voilà un mot, gracier un coupable, un inculpé, le sauver d'une exécution, effectivement, ça réserve à une instance exceptionnelle qu'on appelle le roi, président de la République, etc. C'est pas nous à pardonner. Nous ne sommes même pas capables ou ayant droit de pardonner, mais nous pouvons pardonner de l'intérieur, comme des gens ayant des takfas. Alors, comment être indulgent sur la cour, non pas une cour passager, mais le cours établi du monde, c'est une sorte d'érosion, une certaine c'est une sorte de glissement de terre continuel, une mouvance, des sables mouvants dont le sol, effectivement, uniquement existe en ce qui me concerne, à ce moment-ci égoïque, là où je me trouve, là, à l'instant même, il y a 2 heures, j'étais aussi coupable, inculpé, suivi, accusé, datif, gérondif, actif, passif, bon, tous les états de grammaire, et je faisais leur sur moi, sans syntaxe, la vie, sans syntaxe, et en figuratif, et avec jeu de tacheté, des couleurs, bien sûr, de sources naturelles, non traitées, et un peu bouillies pour que ça se corrompe pas pendant quelques mois. Ah oui, je suis dans mon oasis. Là, je prends un souffle avant de continuer. Je vais arroser mes melons. Et bien, je vais regarder à mon balançoire à Fornard et je vais dessécher la peinture aquarelle entre guillemets, et j'utilise même pas de l'eau. C'est 100% de l'essence, c'est-à-dire substance végétale. Je n'ai pas encore utilisé ces substances animales. Je sais que c'est dans les minures, on utilise une substance un peu poisonneuse. Ici en Turc, on appelle œd, l'organe qui se trouve, l'organe empoisonneuse de l'animal mammifère qui se trouve dans son foie. Voilà. Toute la reluire à l'eau sur le papier enluminé
ça se fait avec cette substance et en plus avec les couleurs ajoutées. Ça, c'est ce qui, ce qui est catalyseur ou ramasseur et un certain conservateur pour que les couleurs soient collées correctement fixées sur le papier, je suppose. J'ai vu plusieurs fois, mais c'est une grande procédé. J'aimerais bien m'initier à des procédés que, que je sois initiateur, c'est ça. Couper, découper, prendre des calques, copier, avoir des modèles, archétypes, des variations, c'est tout à fait une certaine, comment on dit, une certaine usine ou fabrique de banknotes, hein. C'est ça, la peinture, c'est la source. La source est instrument d'échange, c'est-à-dire substituabilité, comme on dit, monnaie courante, billet, doux billets en plus, doux billets sur lesquels on peut se communionner, au sens où on peut s'échanger des réflexions, pour construire un sens commun, un sensus communiste. Voilà le véritable communisme autour des jugements esthétiques, mais d'abord, la production, effectivement, doit être tolérée. Moi, je ne suis pas toléré, mais j'en fais quand même. Je suis un spécialiste de la ville, mode d'emploi, la vie, mode d'emploi, la ville, mode d'emploi. Donc, ayant une passé situationniste, disons, comme Agamben d'ailleurs, j'ai des voies détournées et je suis maître de détournement. Ironie, bien sûr. On ne peut jamais savoir, ça c'est dangereux parce que c'est une aporie crétoise. On ne peut jamais savoir quand je dis la vérité et quand j'en joue au nom de la vérité. La ironie devrait être univoque, équivoque, sinon il n'y a pas d'ironie, il n'y a que de kinaye. Ça devrait être calembour, oui, je suppose. Ben ayrı hisse tutuyorum. Şu şarkı içine ayrı, sen içine ayrı.